bien volontiers, merci. On va voir si nos deux jeunes d'aujourd'hui sont à la mesure du péril jeune que vient de nous esquisser d'une certaine façon Anne, hein, en nous parlant de cette démocratie nos futurs. Hein. Vous m'avez l'air quand même d'être de sacrés excités. Alors, Lorraine, toi, tu es en Cagne, tu es en Cube même, hein, donc tu es ici, tu es étudiante ici à Cannes, Oui, c'est ça. en Cagne à Cannes. Je suis en prépa BL à Cannes. Je suis en cube. Donc voilà. Troisième année. En troisième année. Je viens du Cameroun. J'ai déménagé en France pour faire mes études et j'ai entamé à Cannes. Voilà. Écoute, merci beaucoup, bienvenue. Lounès, toi, tu es aussi étudiant à Cannes, toi, tu es étudiant en journalisme. Tu nous viens de Saint-Denis. Je viens de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, et du coup, je suis arrivé à 3 ans à Cannes pour intégrer l'école de journalisme de Cannes. Et là, je suis en licence professionnelle journalisme audiovisuel, donc du coup, plutôt pour me diriger vers le journalisme télé. Ok. Alors, je vous rappelle le titre de notre session. Il n'est pas inscrit. Non, il n'est pas inscrit derrière. C'est Démocratie Kesako. Alors, Démocratie Kesako, on sent tout de suite le titre de session qui a été écrit par un vieux qui voulait faire jeune. Bel effort, François, presque. Presque. Alors, pour les deux citoyens de la Startup Nation que j'ai autour de moi, je précise Kesako, en fait, c'est un mot qu'on employait à l'époque où on roulait en 205 GTI, où on portait des mulets et des vestes en cuir avec des épaulettes, et où quand on croisait un copain au Macumba, on lui disait « Salut, ça farte ». En gros, ça veut dire c'est quoi. Comment on dirait ça en langage jeune contemporain, Lounès? Plutôt démocratie, quel bail. Démocratie, quel bail. Écoutez, nous renommons cette session Démocratie, quel bail. Alors, je constate que du coup, on nous demande, enfin, on vous demande, parce que moi, du coup, j'arbitre vos échanges, de définir la démocratie. C'est pas de bol, c'est tombé sur nous, c'est-à-dire que toutes les autres sessions vont pouvoir agiter le mot de démocratie sans avoir à faire cet effort de définition et pour mettre un peu ce qu'ils veulent derrière. Et vous, vous allez devoir vous coltiner la définition de la démocratie, comme quoi c'est toujours les jeunes qu'on envoie au casse-pipe. Ça ne change pas. Alors, écoutez, on va commencer pour ça. Maintenant que j'ai fait mon office de demi-vieux et que je vous ai traduit la langue des années 80, donc quel bail, la démocratie, quel bail, Lorraine, donne-moi ta définition minimale. Est-ce que tu entends spontanément quand on te dit démocratie, si tu dois la définir en tant que cagneuse, qu'est-ce que tu dis? Alors la définition minimale, ce serait la démocratie, le pouvoir au peuple. Donc ça serait forcément la démocratie égalité. Ouais, on reviendra sur la question de l'égalité. Donc pouvoir au peuple. Ouais, on va y revenir. Minimal, vous avez dit. C'est une définition minimale, c'est très bien. On va la maltraiter pendant 40 minutes. Mais... Ce serait la capacité au peuple de pouvoir prendre des décisions pour lui-même. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez proche, peut-être un petit peu plus concrètement. Qui est le peuple et par quel mécanisme institutionnel, représentatif fait-il? Enfin, ça se passe comment? Il y a plusieurs modèles possibles, mais du coup, ce serait vraiment que le peuple prenne des décisions activement pour lui-même et donc du coup ne délègue pas son pouvoir forcément à des représentants. Et le peuple, c'est le peuple d'un territoire. Ce serait plutôt le peuple d'un territoire comme celui de la France ou celui de Cannes. Donc là, tu rejoins une définition à la Montesquieu, hein, qui considère qu'effectivement la démocratie est quelque chose qui doit foncièrement être local. Lorraine, toi, tu partages cet avis sur... J'entends déjà une petite musique. On voit la contestation, hein, qui arrive, une petite musique, effectivement, qui se veut assez critique du régime représentatif, qui est la forme historique qui a pris la démocratie dans notre belle Startup Nation. Oui, la démocratie serait plutôt quelque chose de participatif, oui. Donc du coup, le vote, pour vous? Le vote, ça participe forcément à la démocratie, mais c'est loin d'être le seul moyen de la démocratie. Et finalement, tout à l'heure, on parlait du numérique, donc du digital, et on voit bien que finalement, avec ce digital, on vote tous les jours. Rien qu'en tweetant, par exemple, en commentant quelque chose sur la démocratie, finalement, c'est ça la démocratie. C'est de participer, c'est de parler de ça sans forcément passer par le vote. Sinon, ça serait un peu voter tous les 5 ans. Ça serait un peu de... Tu veux dire qu'en gros, l'expérience quotidienne qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur les outils numériques dont on dispose, crée une forme de culture de la participation qui font que aller voter tous les 5 ans pour un leader suprême, ça paraît un peu déceptif côté démocratie, c'est ça? Exactement. Lounès, tu souscris? Je suis très insatisfait de la démocratie représentative, puisqu'elle a de représentative que le nom, je pense, parce que quand on voit les représentants,
en fait, ils ne sont pas du tout représentatifs de la population. C'est-à-dire que pour pouvoir être élu, il faut déjà pouvoir se présenter, et puis c'est qu'une certaine frange de la population qui ira se présenter, et pour gagner, faut avoir des codes, et que ces codes-là, toute la population ne peut pas l'avoir. Et puis si on délègue notre pouvoir à quelqu'un, en général c'est pour des idées, sauf qu'on délègue à quelqu'un. Donc du coup, ça veut dire que les idées qu'il a au moment d'élection, il les aura pas forcément tout le temps, et les idées qu'il donne, du coup les promesses qu'il fait, il n'est pas forcément tenu à les respecter. Et surtout, aujourd'hui, notre vie de tous les jours est quasiment entièrement déterminée par ces décisions de nos représentants. Et je suis plutôt dans une vision de la démocratie de tous les jours, un peu comme Lorraine, mais du coup, donc, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la manifestation, dans la grève, on en parlait tout à l'heure de la grève qui se profile le 5 décembre. Et La culture de la contestation qui était ce que décrivait effectivement Anne, oui. Et pas Tu te retrouves dedans, c'est quelque chose. Le portrait qui vient d'être dressé précédemment autour d'une jeunesse qui se veut assez contestataire, sceptique vis-à-vis du vote, jusque-là, vous êtes dedans. Hein. Oui, finalement, le vote qui n'est pas seulement un droit, en fait, qui est plutôt un devoir. Exactement. Enfin, c'est ça vraiment l'idée de la démocratie qu'on a, je pense, tous les deux. Vous reprendriez pas mal à votre compte l'expression élection piège à con, quoi. Non, pas du tout, parce que l'élection, c'est Ah. important. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui défendent de systèmes représentatifs, ils vont dire que on peut pas, chacun ne peut. Si on a des représentants, c'est pour donner le pouvoir à un petit nombre de personnes qui sont des représentants. Et forcément, on peut pas avoir chaque habitant ne peut pas décider de construire une route ou d'ouvrir un commerce, par exemple. C'est important d'avoir des représentants. Mais l'élection, c'est qu'une partie, même une partie infime, en fait, de la démocratie. C'est vrai qu'on s'en parlait tout à l'heure en coulisses. En fait, ce qui me surprenait dans les discussions qu'on avait, c'est que vous revenez à une définition très presque athénienne de la démocratie. C'est-à-dire que ce qu'on se disait, c'est que si vous prenez une machine à voyager dans le temps, une DeLorean, et que vous allez chercher, vous assommez Périclès, vous le ramenez chez nous, là, vous le ramenez là, on accueille Périclès sur scène, on lui dit salut Périclès, bienvenue dans notre démocratie. Il va probablement nous regarder d'une façon un peu étrange et lui dire mais non, attendez, parce qu'en fait l'élection en Grèce était un processus de désignation dans les oligarchies. Les magistratures dans les démocraties étaient tirées au sort. Le vote des citoyens s'opérait sur les lois de façon directe, mais l'élection était un processus justement de légitimation de l'aristocratie et de l'oligarchie. Donc bizarrement, vous revenez à une conception très fondamentaliste de la démocratie en revenant à une conception, à une critique de la représentation et à une revitalisation de la participation. Mais alors concrètement, comment on participe? Alors tu l'as un petit peu évoqué, Lorraine, d'une certaine façon on participe comme malgré soi, hein, ne serait-ce en tweetant, en parlant, en débattant, en rentrant dans cette culture de la grande délibération. Quels moyens concrètement sur un pays de la taille de la France, qui n'est pas la petite cité athénienne du 5e siècle, qui comptait quelques dizaines de milliers de personnes, et encore je suis large quand je parle des citoyens, concrètement, quels sont les autres, tu disais qu'il n'y avait pas que le vote dans la vie, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, hein, mais quels sont les autres biais par lesquels on peut exercer du pouvoir, de la puissance d'agir, quand on est jeune ou pas d'ailleurs, sur le régime politique dit démocratique? Et je pense que déjà, il faut aller à rebours des politiques de décentralisation qui sont menées en France, dans un cas particulier depuis plusieurs décennies. Et en fait, parce que la démocratie, c'est surtout au niveau local qu'elle existe, à mon sens, puisque le maire, qui du coup est le maire d'une commune, c'est quelqu'un qu'on a l'occasion de voir, de solliciter, de lui demander des choses, et puis de vraiment contester. Et de plus en plus, du coup, on a des régions qui ont de plus en plus Tu es de pouvoir. plus même pour pour décentraliser davantage, pardon, ce que tu disais. Oui, mais pas par un modèle de région, pardon. administrative. Hein. Par exemple, un habitant de Cannes, s'il est représenté à Marseille, il n'est pas vraiment représenté. Au même titre qu'il n'est pas vraiment représenté à Paris, mais je pense que c'est vraiment au niveau local que se joue la démocratie, puisque on peut remettre en cause beaucoup plus facilement une décision qui a été prise à l'échelle de la mairie plutôt qu'à l'échelle du pays. Et puis du coup, il y a plein d'autres modèles, et c'est des modèles qu'on connaît depuis toujours. Donc il y a l'appel au boycott, même si c'est interdit en France, l'appel au boycott. Il y a les blocages, il y a les manifestations, il y a les grèves, et puis aussi il y a la consommation. Il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi un achat c'est un vote, et je pense que c'est le cas, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour que la démocratie soit vraiment plus représentative, il faudrait en changer les règles. Et si aujourd'hui c'est pas démocratique, c'est parce que du coup les règles ne le sont pas. Et pour les changer, faut utiliser des moyens qui sont du coup interdits par les règles qui définissent la démocratie.
Et selon toi, tu disais que pour toi, la démocratie, c'était localement, mais pourtant, tu citais aussi la manifestation. Donc pour toi, la manifestation est démocratique seulement si elle est locale? Ah non, pas du tout, ça peut être à échelle nationale, mais une manifestation de 50 personnes sur le parvis de la mairie de Cannes aura sûrement plus d'impact qu'une manifestation de 3000 personnes à Paris, je pense. Puisque du coup, le maire est comment dire, beaucoup plus proche de sa population. Et c'est normal, si tu es président, tu peux pas saisir toutes les spécificités des peuples, des gens, des villes. Mais là, tu cites le maire, mais si on enlève les représentants, si on enlève les représentants et que finalement on décide de manifester sur des sans utiliser, oui, sans recours, sans du tout recours, faire recours à des représentants, c'est aussi la démocratie. C'est le fait de manifester, comme je disais, le fait aussi on peut écrire pour partager ses idées, etc. Mais je pense qu'on peut aussi faire de la démocratie sans avoir recours aux représentants du tout. Donc du coup, sans les maires et sans... Donc une pure etc. démocratie directe qui se passerait carrément de la figure de l'élu. Bon, en tout cas, dans la volonté de partager ses idées sans faire recours aux maires, oui. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Une forme d'autogestion, du coup. D'autogestion du peuple par lui-même. Et je pense que par rapport à Périclès, ce qui était possible à Athènes ne l'est pas aujourd'hui par rapport à la taille de la population. Et si jamais on revenait à des sociétés plus petites, bon, ce qui est impossible aujourd'hui avec les villes qu'on Après a. un bon effondrement, tu sais, on peut partir en mode Mad Max, ça ressemblera peut-être à Athènes. Hein. J'espère pas, mais si jamais on a un petit groupe de personnes et qu'on a, comme ce qui peut se voir dans les ZAD par exemple, où du coup il y a un petit groupe de personnes qui votent pour les décisions de la vie commune, c'est possible. Mais aujourd'hui, dans notre modèle économique où les gens sont avant tout des travailleurs avant d'être des citoyens, je pense, et donc du coup c'est pour ça qu'on a des représentants. Mais sans représentants, c'est possible, mais aujourd'hui, avec comme on est dans des grandes agglomérations, c'est compliqué Pas à forcément imaginer. son représentant, mais tu m'as laissé penser que ton idée, c'était que finalement, c'est mieux de manifester, oui, de manifester localement en petits groupes, parce que du coup, on pouvait avoir un meilleur impact sur les représentants. Mais finalement, je pense qu'on peut aussi avoir un meilleur impact sur les représentants si on ne les prend pas du tout en compte dans les manifestations. Tu vois ce que je veux Oui, tu vas dire? pas forcément, c'est pas eux que tu sollicites, c'est Voilà, pas c'est pas forcément la cible de ta démarche, c'est pas exactement. sur eux que tu tentes de faire pression. Hein, alors, j'entends la dimension contestataire, j'entends finalement, Anne parlait vous disiez que vous entriez en démocratie dans un climat général de défiance, c'est vrai, mais effectivement, le maire est encore la figure qui résiste à peu près parmi toutes les figures d'élus. Aujourd'hui, je crois que c'est la seule, il me semble que c'est le seul élu qui reçoit plus de 50%, la confiance de plus de 50% de la population aujourd'hui quand on les sonde. Donc, on entend cette exception-là. Sur la dimension, après tout, on est à un moment donné de notre histoire, dans un pays donné, en France. Sur l'échelle de la démocratie, vous considérez que la France, aujourd'hui, elle en est où? Je ne sais pas qui veut commencer, je vous laisse. Moi, je veux du clash là-dessus. Alors, sur l'échelle de la démocratie, effectivement, en France, il y a une grosse crise de la représentation. Je pense que les individus ne se retrouvent plus du tout dans les élus. Aussi parce qu'il y a cette impression que finalement les élus représentent une élite notamment parisienne, et que finalement une grande partie de la population se retrouve plus là-dedans, tout simplement. Et je pense aussi que en fait on est sur une pente descendante en termes de démocratie et que de plus en plus en fait comment dire, après c'est un cas particulier parce qu'aujourd'hui on a quand même un président qui est de la même couleur politique que son gouvernement et que son parlement, ce qui fait que bon du coup il y a des décisions qui sont prises avec l'aval des représentants mais qui du coup sont un peu prises autoritairement puisqu'il n'y a pas de sondage de l'opinion qui en fait c'est un héritage du système. Et je pense qu'en France aussi on est héritier du coup de la monarchie, du bonapartisme et du gaullisme. Du coup on aime bien avoir une personnalité forte, souvent un homme qui serait du coup un peu la figure paternelle et qui prendrait les décisions et puis prendrait des bonnes décisions parce que c'est du bon sens et que les pères des familles prennent des bonnes décisions, ce qui est tout à fait contestable. Et je pense que de plus en plus, il y a ce qui est un peu dans l'air du temps, c'est un peu la consultation, mais c'est toujours au niveau local que je pense que ça joue, où en fait on essaie d'avoir des référendums locaux pour inviter les gens à prendre des décisions. Et puis aujourd'hui au niveau national,
l'impression qu'on a un peu, c'est par exemple avec les réformes par ordonnance et avec le 49.3 qui avait été utilisé. On n'en a plus besoin là. Hein. Ah oui, 49.3, c'est plus besoin. Oui, du coup, on n'en a plus besoin parce qu'il n'y a pas encore vraiment de frondeur à la majorité actuelle à l'Assemblée nationale, mais on a un peu l'impression que les décisions sont prises quoi qu'il arrive et que même si les gens ne sont pas d'accord, et puis surtout c'est la nouvelle doctrine un peu pour le coup d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que les Français sont réfractaires aux politiques que je veux mener, mais je veux mener ces politiques, donc quoi qu'il arrive, je ne vais pas écouter ces personnes-là. Elles peuvent être aussi nombreuses qu'elles veulent dans la rue, je ne les écouterai pas. Et donc du coup, on a un peu l'impression... On appelle droit dans ses bottes, hein, dans le jargon du milieu. C'est ça. On a l'impression qu'il y a une fracture totale entre la population et le gouvernement national. Et finalement, même quand la population semble avoir pris une décision, là je parlais par exemple de l'élection de Trump ou du Brexit, le scandale Cambridge Analytica a vraiment montré que finalement la population avait vraiment été manipulée donc dans leur vote tout simplement. Alors il y a vraiment encore une fois cette défiance. Parce que certes, lorsque les représentants sont élus, ils ne semblent pas forcément prendre en compte ce qu'on veut. Mais même lorsqu'on les élit, finalement, il y a aussi une défiance. Finalement, est-ce que c'est une vraie élection? Est-ce que c'était vraiment voulu? Ou est-ce que c'était juste une manipulation, encore une fois, des médias, etc. Tu m'évoquais tout à l'heure, et je sais que c'est un point sur lequel il y avait un petit désaccord entre vous, un élément de diagnostic que tu portais sur l'état de la démocratie en France qui était lié à on va dire, une perpétuation, tu me dis si je formule bien la chose, mais je vais te laisser la parole là-dessus, mais d'une une espèce d'angle mort autour de la question de l'universalisme et de la représentation des minorités. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Oui. Je disais justement que, mais je repars un peu de Tocqueville, lorsqu'il disait que la question de l'égalité, le danger de la démocratie était que la question de l'égalité dévie vers un goût pour l'uniformité. Et que finalement, ce qui se passe avec l'universalisme républicain, c'est qu'on a tendance du coup, à dire qu'effectivement, on est égaux et tout, etc. Mais aussi parce qu'on est tous pareils, on refuse un peu de voir la différence et tout, etc. Et que c'est dommage et que pour moi, c'est impossible de voir... pour moi, c'est impossible d'être égaux si on ne prend pas en compte justement la différence. Comme si c'était impossible de considérer qu'il puisse avoir une égalité dans la différence. Et typiquement, avec justement, je prenais comme exemple le refus en France de faire des études statistiques basées sur la couleur de peau, comme si finalement on ne voulait pas voir les couleurs. Et parce qu'on ne veut pas voir les couleurs, du coup on ne discrimine pas, etc., etc. Mais justement, en fait, il faut voir les couleurs. Il n'y a pas de problème à voir les couleurs. C'est pas parce qu'on voit les couleurs qu'on discrimine, finalement. Et pour toi, l'universalisme, en fait, d'une certaine façon, a parfois été utilisé comme une sorte de faux nez justement de politique de discriminatoire, c'est ça? Exactement. Et souvent même, lorsque la différence apparaît, elle est finalement rejetée parce qu'elle n'appartient pas à la culture française et tout, etc. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut voir les couleurs. Par exemple, en France, avec du coup l'histoire coloniale française, on refuse de voir les races. C'est-à-dire qu'on dit que les races n'existent pas, sauf qu'elles existent dans le sens où en fait il y a un racisme sur les gens noirs, sur les Arabes, sur les Asiatiques, et en fait c'est parce que pour les personnes qui ont ces comportements racistes-là, ils ont une vision biaisée par les races, même si elles n'existent pas totalement pas scientifiquement. Sauf que dans les subjectivités, effectivement, dans certains courants idéologiques, elles sont considérées comme une réalité par certains pans de la moins population. inconsciemment. Et par contre, je suis totalement contre les statistiques ethniques afin d'avoir une meilleure représentation ou alors avoir des décisions qui sont plus prises en connaissance de cause. Parce que je pense que déjà, l'égalité dans l'universalisme, c'est pas l'égalité totale. On n'est pas tous égaux. Parce qu'on est vraiment tous différents. Justement. Mais l'égalité, c'est l'égalité devant la loi, devant les administrations, devant les institutions. Et donc, du coup, ça veut dire que tu sois un homme ou une femme, traité pareil, mais devant la loi. Parce que on est foncièrement, intrinsèquement différents. Et je pense surtout que, par exemple, sur le billet de tout à l'heure, on nous a catégorisés comme étant des jeunes.
on a été mis dans cette case-là. Sauf que les jeunes, il y a des réalités qui sont vraiment très différentes. Et je pense pas que on soit plus proche d'un jeune qui pense totalement différent de nous que plutôt un adulte plus âgé. Un adulte comme moi. Un mi-vieux qui pense, Ouais. comme nous. Et je pense que... C'est la limite des lectures purement générationnelles qui essentialisent certaines caractéristiques et qui en font... Qui créent des espèces de grands discours qui ne veulent pas dire grand-chose. Les jeunes n'existent pas, au même titre que je pense que les Noirs n'existent pas, les Asiatiques n'existent pas. Et surtout, avoir des statistiques, ça veut dire qu'il faut avoir des cases. Bon, déjà, ces cases, elles sont déterminées par qui? Sur quels critères? Et puis, si jamais on est noir, est-ce que le fait qu'on soit noir, qui vit depuis 3 générations en région parisienne, ou alors qui vient des Antilles françaises, ou alors qui vient d'Afrique, ou alors qui vient du Pakistan, on est tous noirs, mais pourtant, on revêt des réalités qui sont vraiment différentes. Et entre un musulman et un athée qui habite à Paris, et peut-être que les deux vont partager plus de choses en commun qu'un musulman de Paris et un musulman de Marseille. Ce que je veux dire, c'est que les identités ne sont pas exclusives les unes des autres et que que justement l'homme démocratique ne peut pas être justement telle ou telle catégorie essentialisée rabattu sur une essence singulière. Parce que toutes les identités sont poreuses. Et puis, si par exemple, pour les statistiques ratio, on a déjà abordé la question comme quoi, franchement, on peut pas déterminer. Et puis surtout, est-ce qu'on va mettre les Asiatiques? Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu sois chinois ou que tu sois d'un pays turc? Enfin, il y a vraiment trop de différences. Et pour les religions, c'est encore pire, parce qu'entre quelqu'un qui est totalement athée mais qui est de culture musulmane, par exemple, qui a un nom, un prénom musulman et qui a été circoncis mais qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il doit se revendiquer comme étant musulman ou comme étant athée? Et quelqu'un qui est extrêmement pratiquant dans sa religion, il partage très peu de choses avec des gens qui le sont beaucoup moins. L'important, c'est pas de créer des identités clivées, c'est-à-dire dire que telle personne est noire, telle personne est asiatique, telle personne est arabe, etc. C'est de reconnaître les différences. Par exemple, comment tu peux admettre qu'il y a des discriminations, ou comment tu peux voir les discriminations si tu refuses, comment tu peux admettre qu'il y a des discriminations si tu refuses de les voir, par exemple? Acheter une sorte de voile d'ignorance par-dessus, a priori. Exactement, en fait, c'est se voler la face. Enfin, je veux dire, on ne peut pas combattre les discriminations si on refuse de les voir. On est d'accord? Non, mais là, c'est pas une question on refuse pas de voir les discriminations, on refuse d'accepter qu'il y ait des différences, ou alors on refuse d'admettre qu'il y a plusieurs catégories de population, parce que la discrimination aussi, ça peut être sur les gens pauvres, sur les gens riches, et pourtant on n'a pas des... Après, j'ai pris cet exemple, mais si tu refuses d'admettre qu'il y a discrimination, tu refuses de voir qu'il y a discrimination. Enfin, c'est la même chose. Et surtout, tu peux pas admettre que des personnes sont égaux si tu ne vois pas qu'il y a des différences, effectivement, des situations qui sont, excuse-moi, mais pour une part fondées sur la couleur de la peau. Oui. Dans cet exemple, en quoi ça nous ramène à la question démocratique, justement, cette question des identités, cette question de l'appartenance, cette question de la représentation? Par quel biais ça irrigue la question de la démocratie? Ça touche la question de la démocratie parce que ça nous ramène directement vers la question de l'égalité, et aussi ça nous ramène sur la question de la représentation, parce que finalement il y a une crise de la représentation parce que les personnes ne sont pas représentées, et cet universalisme républicain qui refuse justement de voir les différences, finalement, ça crée un citoyen français qui est un citoyen abstrait. Et on retrouve un peu aussi Rosan Vallon qui parlait du peuple introuvable. Donc finalement, il y a une figure du peuple, d'accord, mais il n'y a pas finalement d'individu. Enfin, ce peuple ne peut pas vraiment être défini. Donc effectivement, voilà. C'est difficile de l'incorporer, de le faire atterrir dans quelque chose d'effectif. Je sens que je vais pas réussir. Là, pour le coup, ça va être difficile d'arbitrer, parce qu'on est sur vous arrivez sur effectivement des questionnements qui traversent et des tensions qui traversent la question de la démocratie depuis le XVIIIe siècle. Donc on va pas trancher ça maintenant. Mais c'est intéressant de voir que ces mêmes questions reviennent, mais s'incarnant dans un moment historique particulier. Je reviens sur des trucs beaucoup plus terre à terre, mais alors vous-même, est-ce que vous avez des formes d'engagement? Je ne vais pas vous demander si vous votez. De toute façon, je sais que vous n'avez. C'est pas de bol. Toi, tu as pu voter. Les premières élections auxquelles tu as pu voter, c'était les européennes. Pas de chance. Je plaisante bien évidemment. Mais au-delà du vote, sur lequel je vous sens pas particulièrement chaud,
Quelles sont les formes d'engagement politique que vous avez? Comment vous vous influencez, comment vous pesez dans le jeu démocratique aujourd'hui l'un et l'autre? Si vous le faites, hein. Ou alors est-ce que vous ne le faites pas pour des raisons qui vous appartiennent et que vous pouvez nous expliciter? Sur les réseaux sociaux, au quotidien, quitte à fâcher certains de mes amis sur Facebook, et puis aussi en participant à ce débat, parce que je pense que la démocratie, c'est avant tout la démocratie du quotidien, la démocratie autour de soi, la démocratie autour à table, et puis où en fait on débat sur des sujets démocratiques, et un peu on s'éduque les uns les autres à nos histoires personnelles, et du coup à nos visions des choses, et donc du coup ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision, je pense, de la politique en général. Et puis aussi, il y a la démocratie par les associations associatives, où en fait, en ayant une action, par exemple, en aidant des personnes sans abri, bah, en fait, on fait dans une certaine forme, c'est une forme d'action de terrain, quoi. C'est une action de terrain, et puis c'est la démocratie, puisque du coup, c'est toi qui, comme dire, qui agis sur ton quotidien directement. Sur cette idée de démocratie directe, vous n'êtes encarté dans aucun parti? C'est pas prévu? Zut. Et toi, du coup, Lorraine, sur... Moi, je rejoins Lounès sur les associations, finalement, parce que en première année de prépa, j'ai été dans une association humanitaire, CPC Stan, qui devait aider les enfants de la rue au Népal. Et quand j'étais au Cameroun, j'étais dans des associations humanitaires qui devaient aider des enfants dans des orphelinats camerounais. Du coup, j'ai été engagée par rapport à ça, et je le suis sur cette question que du coup ça rejoint la démocratie, parce que finalement on agit localement, et on agit sur quelque chose qui est vraiment humanitaire. Mais donc du coup je sens une sensibilité plus citoyen du monde, là où Lounès s'intéresse plus à la question de la démocratie locale et à l'ancrage territorial. Ok, c'est intéressant, un nouveau clivage qui apparaît. Bon, ils sont anciens, a priori, mais vous les réinventez, c'est intéressant. Lounès, j'ai une question pour toi. Après tout, tu te prépares, tu nous disais tout à l'heure que tu préparais une carrière de journaliste. Le quatrième pouvoir, ça procède d'une réflexion justement sur le rôle de la presse dans la démocratie. Question subsidiaire, pour ton futur employeur, tu préfères quoi? Tu préfères Patrick Drahi, Bernard Arnault, Bolloré, enfin, dans la 4-5, quoi, c'est potentiel, donc... Du coup, c'est marrant parce qu'en cours, du coup, on voit beaucoup ça, le rôle de la presse et des médias dans la démocratie. Et puis, on a un peu une forme d'autopromotion de la profession. On dit qu'on est un échelon essentiel de la démocratie puisqu'on est transmetteur de l'information. Et c'est-à-dire que toujours dans cette démocratie représentative, parce que visiblement, quand nous, on parle de démocratie représentative parce qu'on ne connaît que ça, au final, du moins en France. C'est que pour les représentants, pour avoir des informations sur ce qui se passe, ce que ceux qui représentent pensent, il faut qu'ils lisent les médias. Et les médias aussi, c'est eux qui sont en contact avec les dirigeants. Bon, on les a surnommés les chiens de garde du pouvoir. Et du coup, ce qui permet à la population de savoir ce qui se passe et puis de prendre par leurs décisions. Puis aussi les tribunes, les pétitions qui peuvent passer par les médias. Et puis par rapport à mon futur employeur, le fait que oui, il y a une concentration des médias, ça veut dire qu'il y a une concentration aussi des visions des choses, et que du coup c'est un peu une épine dans le pied à la démocratie, puisque l'information qui est diffusée, elle est biaisée par des intérêts au moins économiques, et puis ça a été vu comme quoi il y avait des informations qui n'avaient pas été dévoilées, puisque les actionnaires des journaux étaient mouillés dedans. Et puis je suis partisan d'un journalisme indépendant et engagé, même si c'est compliqué aujourd'hui pour des raisons purement économiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Bon, il y en a beaucoup qui malheureusement sont des échecs pour des raisons toujours économiques, mais il y a des initiatives qui réussissent, et il y a des médias indépendants qui réussissent, du genre Mediapart, même si bon, c'est contestable, qui fonctionne depuis plusieurs années, et puis le Canard enchaîné, qui est toujours indépendant et toujours n'a pas de pub, et puis qui aujourd'hui est bénéficiaire. Donc, on a passé pas mal de temps sur les aspects que vous jugiez dysfonctionnels dans la démocratie contemporaine. On vient de toucher quelque chose d'intéressant qui est l'un des piliers, l'un des éléments constitutifs de ce qui doit être une démocratie saine, à savoir une presse libre et indépendante. Alors, si on cesse justement de critiquer, de taper sur la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, et qu'on se met un petit peu à rêver, à réfléchir aux éléments structurants de ce que doit être une démocratie, pour vous, pour une démocratie qui marche, elle doit avoir quoi ?
Alors, pour une démocratie qui marche, il faut l'accessibilité à toutes les informations. Ça, c'est Selon la question de la presse, effectivement. voilà. Et ça, je voulais aussi du coup rebondir sur ce que Luna disait sur le fait que les médias étaient un clivage parce que justement il n'y avait pas toutes les informations. Mais les médias aussi peuvent être un clivage parce que tout le monde n'a pas accès aux médias, donc et aux réseaux sociaux, etc. Tout à l'heure, je parlais avec vous de l'électronisme qui touche 17% de la population, quand même en France. 17%. Oui, 17%. L'électronisme, donc le fait de. C'est l'illettrisme, mais pour les outils numériques. Exactement. C'est un néologisme forgé. Exactement, qui touche 17% de la population en France. Et c'est énorme parce que le moyen généralisé maintenant de faire de la démocratie, c'est les réseaux sociaux. Donc finalement, le fait qu'il y ait 17% de la population qui n'ait pas accès à ces réseaux sociaux, c'est énorme. Et du coup, voilà. Donc les moyens pour une bonne démocratie, c'est l'accès à toutes les informations. C'est aussi, Lounès en parlait aussi, c'est l'éducation, forcément. Le fait que tout le monde puisse être assez éduqué pour pouvoir avoir comment dire, une critique, enfin, pour pouvoir critiquer facilement. Exactement. Le fait aussi de pouvoir écrire, le fait de pouvoir parler. Ce que tu dis en substance, c'est qu'une démocratie formelle s'accommode assez mal, se plug assez mal sur une société hyper inégalitaire. Exactement, oui. Il y a une forte inégalité à l'accès à l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, même ceux qui y ont accès, il y a énormément d'informations. Du coup, on est un peu noyé dessous. C'est la principale critique qui est adressée à l'information en ligne. Et puis aussi, il y a les questions des fausses informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux et qui ont parfois la même place, la même audience que des informations vérifiées. Et puis les médias traditionnels, donc la presse écrite, la radio et la télévision, sont encore extrêmement suivis. Ils sont pour la plupart des Français une source d'information, une première source d'information. Et là, je pense que du coup, c'est le rôle de l'État pour que la démocratie fonctionne, de faire en sorte que tout le monde ait accès au moins à un poste de à un signal télévision, un signal radio, et que la Poste soit capable de pouvoir diffuser les journaux, et puis aussi qu'il y ait la 4G, la fibre, un peu partout sur le territoire pour que les gens du coup aient accès à cette information-là. Et puis surtout, il y a le rôle de l'audiovisuel public. Je pense qu'au fait, les radios du type France Bleu et les chaînes de télévision de type France 3 soient des télévisions et des chaînes de radio vraiment locales pour que les gens en formation aient accès à l'information locale et nationale et internationale. Tu parlais aussi d'autres choses tout à l'heure en coulisses. C'est pour toi l'un des piliers importants. Alors, c'était pas évident à formaliser, mais on revenait à nouveau sur une conception très grecque de la démocratie qui était la possibilité d'avoir une vie à côté de son travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je ferai réagir ensuite Lorraine sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte inégalité entre ceux qui ont un travail extrêmement pénible, comme par exemple les métiers bien sûr du bâtiment. Et puis, mais j'aime pas moi le mot pénible. J'aime pas. Ça implique que le travail peut être pénible. Ouais, non. Ouais. Non, faut pas. Enfin, bon, je te le passe, je te le laisse couler pour. Je te pardonne ta jeunesse. Et puis, indulgence. Ce qui est bien en France, par exemple, c'est que il y a le modèle des 35 heures qui est pas toujours, qui est pas en vigueur dans tous les corps de métier, mais qui fait qu'en fait, les travailleurs ont l'occasion de pouvoir se renseigner sur la politique, de s'engager dans des associations, dans des partis. Donc ils ont le temps vraiment de participer à cette démocratie-là, même si certains ne le font pas par choix ou alors par faute d'éducation ou faute d'accès à un engagement politique. Et puis je pense que aussi il y a des métiers, donc forcément les métiers, les professions intellectuelles supérieures comme les journalistes le sont, qui sont tout le temps en lien avec les administrations, avec les représentants et qui ont tout le temps accès à l'information, qui du coup forcément ont un impact plus fort sur la démocratie, puisque du coup ils ont ces clés-là que les gens qui travaillent beaucoup et qui même du coup sont peu payés et du coup ont un pouvoir d'achat qui est moindre, peuvent avoir comme effet sur la démocratie. Et aussi la question du salaire qui se pose. S'il y a des gens qui ne sont pas assez bien payés, du coup non seulement ils ont un pouvoir d'achat réduit qui font qu'ils ont un impact moindre sur l'économie par rapport à ceux qui sont mieux payés et qui ont d'autres choses à penser, donc d'autres priorités qui sont des priorités primaires à gérer avant de pouvoir s'engager en démocratie. Donc en gros, si tu dois trimer 80 heures par semaine à la mine, il est peu probable que tu aies beaucoup de temps à consacrer à
à ton existence de citoyen dans une démocratie vivante. Lorraine, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec Lounès. Et, beaucoup d'accord, vous étiez beaucoup moins d'accord là-bas. non, mais sur cette question-là, je suis d'accord avec lui. Et aussi, là, je continue aussi sur l'éducation. C'est aussi une éducation un peu plus ouverte, pas forcément sur l'éducation, enfin, pas forcément l'éducation, mais plus favoriser une ouverture d'esprit en France une France assez ouverte sur l'international quand même, parce que tout à l'heure on parlait de l'anglais aussi qui était un clivage à la démocratie, parce que presque tout le monde communique en anglais. Partout, on communique en anglais. À chaque fois qu'on parle, on lance à chaque fois des petits mots en anglais. Donc, je pense qu'une plus grande ouverture à l'international peut favoriser la démocratie. Donc voilà. Et aussi, je voulais préciser que moi, par exemple, qui viens du Cameroun, la démocratie au Cameroun n'existe pas vraiment. Mais le fait est que les Camerounais pensent que du coup c'est la France qui un peu qui a baigné un peu dedans. Voilà, qui a baigné un peu dedans et tout, etc. Et et du coup, je pense que c'est aussi important d'avoir une ouverture aussi sur cette internationale pour finalement reprendre tous les enseignements qu'on peut tirer du coup de tout ce qui est colonisation. Et voilà. Il y avait un dernier sujet sur lequel j'aurais bien aimé vous lancer, en réaction un petit peu à ce que racontait tout à l'heure Anne, mais pas seulement, à savoir que vous êtes entré en démocratie. Alors là, pour le coup, c'est un truc que je partage avec vous, je pense. C'est pour ça que je suis juste un demi-vieux. C'est le verre à moitié plein. Après la fin de l'histoire théorique, après l'ère des grandes idéologies, vous avez toujours vécu, comme moi, sous l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative, en gros, au développement continu de la démocratie libérale, quelles que soient les faiblesses structurelles qu'elle pouvait afficher. Qu'est-ce qui fait qu'on se mobilise? Quelles sont les causes pour lesquelles on aurait des raisons de réinvestir le champ démocratique aujourd'hui, quand on a 20 ans? Quels sont les... je sais pas, vous vous battez potentiellement, vous voyez vous battre pourquoi? C'est la question écologique, c'est la question de l'égalité, c'est la question de la sauvegarde de l'État social. Qu'est-ce qui vous fait, vous, vibrer en tant que jeune, au-delà du fait d'aller voter pour faire son devoir, faire son devoir conjugal L'écologie, c'est dans l'air du temps, donc on le voit avec des groupes comme Extinction Rébellion qui sont du coup veulent un peu apporter un peu de violence au mouvement écologiste pour essayer de faire entendre les revendications. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent quand il y avait eu les blocages qui ont été lancés par Greta Thunberg, des établissements scolaires, des marches qui ont été faites. Donc c'est vrai que l'écologie, pour notre génération, du moins pas pour tout le monde dans notre génération d'ailleurs, mais c'est une grosse préoccupation puisqu'on a l'impression que on va tous mourir et que rien n'est fait pour c'est une bonne raison de se bouger. Après. Non, mais pour mourir dans d'atroces souffrances à cause de l'effondrement des écosystèmes et puis de l'effondrement de la biodiversité et puis de l'augmentation des richesses, l'augmentation de la sécheresse. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Et comme on peut voir les inondations sur la Côte d'Azur avec des épisodes méditerranéens qui sont de plus en plus réguliers et qui sont de plus en plus forts, qui poussent même certaines personnes à dire qu'elles ne veulent plus habiter dans la région puisque leur appartement se fait inonder à chaque fois qu'il pleut parce que à cause du dérèglement climatique. Donc pour nous c'est concret et donc on en a peur. On a l'impression que les politiques parce qu'ils sont d'une autre génération peut-être, ne s'en préoccupent pas. Et il y a eu l'exemple d'Emmanuel Macron qui disait qu'on était une génération de pessimistes et qu'on disait qu'on allait tous mourir et que c'était pas comme ça qu'il fallait penser. Et je pense que c'est plutôt à nous de lui dire comment penser, puisqu'on a peut-être été plus éduqués sur ces questions-là. On aurait pu citer Jean-Pierre Raffarin et la positive attitude, mais vous vous en souvenez pas, je pense. Lorraine, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec Lounès. Et aussi... T'es pas obligé, d'accord, tu peux... Lâche-le un peu. Non, mais la question écologique aussi fait partie des choses sur lesquelles tu as envie de mobiliser. La question écologique touche beaucoup plus les jeunes, c'est certain. Et aussi, j'ai l'impression que parce qu'on du coup, on est ouvert à plus de choses. Par exemple, on sait très bien que il y a une certaine illusion par rapport à la méritocratie maintenant, etc. Donc finalement, on est beaucoup plus ouvert aux conditions de différentes personnes qui ne viennent pas forcément de notre milieu. On fréquente plus de personnes qui ne sont pas dans notre milieu, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Donc
Je pense que il y a aussi cette question de l'égalité qui revient forcément, cette question aussi de l'égalité entre, je vais utiliser le mot classe. Il y a aussi la question du féminisme qui revient vraiment parce qu'on est jeune, parce qu'on voit bien que les générations précédentes ont subi cet impact par rapport au travail du fait parce qu'elles étaient des femmes et tout, etc. Et je pense qu'on est un peu fatigué, exténué de toutes ces questions-là, de cette question du coup de l'égalité qui revient à chaque fois. Donc finalement, la question, c'est pas forcément parce qu'on est jeune. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'a subi les générations précédentes. Et on est vraiment, pourquoi on est fatigué, pourquoi en fait on veut pas que ça revienne. Donc, introduire une forme de rupture, remettre l'histoire en marche, un petit peu l'idée, c'est ça? Ouais. Pour le coup, j'ai un point de désaccord voilà, avec Lorraine. C'est sur les réseaux sociaux, et je pense pas qu'en fait on parle à d'autres personnes et qu'on voit d'autres choses sur les réseaux sociaux, et qu'au contraire les réseaux sociaux nous poussent toujours à discuter avec nos semblables en fait. Rentrer dans des bulles de filtre. Exactement, pour des raisons d'algorithme qui font que en fait les articles qui sont plus susceptibles de nous faire réagir bien et du coup nous faire rester longtemps apparaissent plus souvent. Et du coup, en fait, les réseaux sociaux permettent un débat, mais au final, on finit par débattre avec les mêmes personnes. Et je ne pense pas que ce soit par les réseaux sociaux que la solution à la démocratie se trouve, mais peut-être sur la place publique. Les réseaux sociaux sont pas, non, c'est pas la solution où se trouve la démocratie, mais le fait est qu'on parle quand même à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est évident. Sur Twitter, par exemple, quand quelqu'un fait un retweet, en fait, c'est pas forcément une personne qui est dans le même milieu que toi. C'est par exemple une personne qui va dire quelque chose que tu vas trouver complètement bête, et du coup, tu vas vouloir questionner la personne sur ce qu'elle a dit, et parce que c'est différent, c'est pas dans le même milieu que toi. Ça demande un effort intellectuel que tout le monde n'a pas envie de faire. Hein. Quand on a des gens qui ne pensent pas comme nous et des articles qui nous révoltent, on n'a pas forcément envie de réagir. Et puis surtout, si on réagit sur... On appelle le biais de confirmation qui est fermement ancré dans nos têtes. On préfère avoir des articles qui pensent comme nous. Et puis si jamais on a une communauté, par exemple, qui va dire quelque chose qui nous dérange, si jamais on va réagir, en fait, pour une raison de nombre, ton avis ne sera pas entendu. Et puis il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait les opinions qu'on donne sur Facebook, même si on le fait malgré nous pour la plupart, elles n'influencent pas les opinions de nos amis, qui restent ancrées dans nos croyances, quoi. Et toi, tu t'arrêtes à l'heure? François me fait signe que nous arrivons au bout de nos échanges de 40 minutes. Je pense qu'on ne vous réconciliera pas sur le sujet. On va faire comme à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. La fin de ce dialogue sera aporétique. Je vous remercie tous les deux.